Économie Le Max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, la violence qui se poursuit en Centrafrique et à la clé un très lourd tribut pour la production agricole. Le quotidien des habitants tourne au cauchemar avec une flambée des prix. Comment sortir ce pays de l'impasse? Immersion dans un instant à Bangui, la capitale. Nous serons en ligne aussi avec Thierry Barbeau. Et puis des cactus à perte de vue. Nous irons dans le désert du Negev au sud d'Israël à la découverte de la plus grande ferme de cactus du Moyen-Orient. La figue de Barbarie est exploitée sous toutes les formes. Quel est son potentiel à l'export? Reportage en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. D'abord l'essentiel de l'actualité économique avec l'issue d'un feuilleton, celui des manipulations du marché des changes. Les régulateurs britanniques et américains enquêtaient sur les pratiques de plusieurs banques prestigieuses et à l'arrivée, des accords à l'amiable et des amendes records pour 5 grands établissements. Les Américains Citibank et JP Morgan, RBS et HSBC les Britanniques et puis le Suisse UBS. Le total des pénalités atteint 3,2 milliards de dollars. Une sanction, on le rappelle, pour des ententes illicites entre traders qui manipulaient les cours des devises en leur faveur. Le marché des changes brasse chaque jour l'équivalent de 5 300 milliards de dollars de transactions. Pas le temps de souffler pour les chefs d'État d'Asie-Pacifique. Après le forum de l'APEC, on en parlait hier, certains d'entre eux ont quitté Pékin pour faire cap sur Naypyidaw, la capitale de la Birmanie. Au programme, une participation au sommet de l'ASEAN qui regroupe 10 pays d'Asie du Sud-Est, une zone prometteuse qui pèse déjà 2500 milliards de dollars de PIB annuel cumulé. Au cœur des entretiens ces jours-ci, l'intégration économique au niveau régional pour faire de l'ASEAN un vrai contrepoids face à l'Inde et à la Chine. L'ASEAN doit entretenir le dynamisme économique en intensifiant l'intégration et en poursuivant une voie de développement durable qui garantira un développement inclusif, ainsi qu'une réduction de la pauvreté et des écarts de développement. Voilà, Barack Obama est présent lui aussi en Birmanie, mais un peu auparavant hier, le président américain a conclu, vous le voyez à Pékin, un accord surprise avec son homologue chinois sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Chine et États-Unis, les deux plus grosses économies de la planète, pèsent à eux seuls 45% des émissions mondiales de CO2. Washington s'engage à les réduire de 26 à 28% d'ici 10 ans. Pékin, qui invoque un stade de développement moins avancé, annonce un pic de ses émissions en 2030. Cet objectif est ambitieux mais réalisable. Cela va doubler le rythme auquel nous réduisons les rejets de carbone aux États-Unis. Nous pourrons obtenir de sensibles réductions d'émissions nécessaires pour les économies avancées et dont la communauté scientifique dit qu'elles sont nécessaires pour éviter des changements climatiques catastrophiques. Voilà, sachez que l'Agence internationale de l'énergie affirme que la consommation mondiale d'énergie augmentera de 37% d'ici 2040, avec une hausse de 3,6 degrés de la température sur Terre. Et l'on reparle de l'Argentine et de sa dette. L'Argentine qui remet une fois de plus en doute l'impartialité de la justice américaine dans l'affaire des créances impayées. La banque US Citigroup a été autorisée par un juge américain à traiter 85 millions de dollars d'intérêts que doit l'Argentine sur des obligations. Un nouveau sursis pour Buenos Aires sous le coup d'un défaut de paiement qui accuse tout de même une fois de plus Washington de porter atteinte à sa souveraineté et de faire le jeu des fonds vautours. Citibank et l'Argentine ont montré à maintes reprises que les obligations régies par la loi argentine ne sont pas une dette extérieure. Donc elles sont en dehors de la compétence du juge américain. Les preuves et arguments présentés par Citibank et l'Argentine montrent que les contradictions du juge américain Griesa sèment la confusion et l'incertitude. Ce juge fait toujours ce que demandent les fonds vautours. Et puis des données inquiétantes sur le niveau de pauvreté en Côte d'Ivoire. C'est la Banque mondiale qui sonne l'alarme. Près d'un habitant sur 2 y est considéré comme pauvre, et ce malgré de très fortes potentialités. Premier producteur et exportateur de cacao mondial, la Côte d'Ivoire a affiché une croissance de 8,7% l'an dernier, et ce sera sans doute encore mieux cette année. Mais les retombées de cette croissance tardent à produire leurs effets sur l'ensemble de la population. L'objectif d'émergence économique d'ici 2020 est encore loin d'être atteint. La guerre civile et ses ravages sur le front économique. Illustration aujourd'hui en Centrafrique. Là-bas, les tensions, les violences intercommunautaires ont provoqué l'écroulement de la production agricole. Un secteur encore vital pour ce pays qui, malgré ses richesses naturelles, compte parmi les 10 plus pauvres de la planète. Bangui, la capitale, s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. Le point avec Éric Berdugo. Bangui est de plus en plus isolé. Touché par des affrontements intercommunautaires depuis le début de la crise centrafricaine en 2013, les habitants de la capitale subissent un effondrement de l'économie locale.
Rien ne rentre, rien ne sort. On est dans l'embargo. L'embargo, c'est justement le résultat de l'insécurité qui règne dans la région. L'accès au commerce est compliqué, la circulation est bouchée et accéder aux frontières pour se réapprovisionner semble mission impossible. Et même au niveau du port de Douala, il y a beaucoup de véhicules, il y a beaucoup de camions qui rencontrent d'énormes difficultés pour amener les produits sur le territoire centrafricain. Donc d'abord, de un, c'est lié à l'insécurité. Et de deux, vous savez que le principal axe de transport des marchandises qui mène à Bangui, c'est l'axe Garamboulaye-Bangui. On assiste à une inflation des produits de base. Viande de bœuf, lait en poudre, huile, sucre et ciment sont de plus en plus chers. Le coût de la vie atteint lui aussi des sommets. Manger devient presque un luxe. Le panier quotidien qui coûtait en moyenne $6 par famille avant la crise a aujourd'hui doublé et même triplé pour les familles nombreuses. Maintenant, là, le marché coûte très cher à Bangui. Le kilo de viande, on paie avant là 2000 à 1500, là, maintenant c'est 6000. La production agricole est en berne. Malgré le déploiement de forces internationales, les groupes armés pillent à tout va les rares camions de marchandises. Les chiffres sont accablants. Moins 77% sur l'élevage, moins 50% sur les réserves alimentaires et moins 58% sur la production de céréales par rapport à la période 2008-2012. Comme il y a un problème d'insécurité, les gens sont tellement méfiants, et ce qui fait que les produits, les premiers essais que nous avons toujours l'habitude de trouver sur le marché centrafricain deviennent de plus en plus rares. Le secteur primaire, pilier de l'économie centrafricaine, aurait régressé de 46% par rapport au niveau d'avant-crise, selon un rapport conjoint du Programme alimentaire mondial et du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 4,8 millions de Centrafricains sont touchés. Et ça fait quand même beaucoup, sur un total de 5,2 millions d'habitants. On rejoint tout de suite en ligne avec nous depuis Paris un expert de l'économie africaine, Thierry Barbeau. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le site info-afrique.com. Votre constat d'abord sur le centrafricain. Un écroulement, on l'a vu ces derniers mois, de la production agricole. Un vrai coup de massue finalement pour une économie qui est encore trop tributaire justement de l'agriculture. Ah oui, tout à fait. De toute façon, historiquement, c'est le cas en Centrafrique. La déstabilisation maintenant qui dure. On a un contexte économique très difficile et puis de toute façon, on a un pays qui est très enclavé. La situation de crise perdure. L'agriculture est complètement primordiale pour le pays. Les prix doublent ou triplent en ce moment. C'est effectivement très complexe et ça risque de durer. Et les autorités qui se sont succédées ces dernières années, elles ont pris conscience, vous pensez, de ces lacunes, de ce manque de diversification de l'économie, ou bien vous pensez que c'est un problème qui aurait peut-être dû être davantage traité ? Alors, effectivement, on aurait pu un petit peu le prévoir, on l'a un petit peu vu venir, on a des gros problèmes de gestion du pays. Là aussi, hélas, c'est historique. On a la présidente actuelle qui essaye effectivement de réconcilier un petit peu tout le monde et de faire une politique de transition, mais ça fonctionne très difficilement. Elle est empêtrée dans différents scandales à haute échelle. Je crois qu'il y a un gros remaniement à prévoir. C'est en cours, mais l'armée française est sur place. Il y a un énorme clivage politique établi et hélas qui perdure. Ouais. Alors faut-il le rappeler, ce pays, le Centrafrique, possède des ressources, des richesses naturelles exceptionnelles, diamants, or, cuivre, uranium aussi. Est-ce qu'aujourd'hui on trouve quand même des investisseurs qui, malgré les risques, sont prêts à miser sur ce potentiel ? Alors, ce sont des investisseurs qui sont capables de gérer ces risques. Donc, ils étaient là avant la crise. C'est des sociétés privées avec des partenariats plus ou moins publics, parfois légèrement opaques. Ils seront présents même en temps de guerre. Il y a toujours des gens qui font de grandes affaires, même dans des situations très complexes. Mais ça reste à des échelles vraiment minimalistes et ça provoque un développement de la corruption et des problèmes qui sont encore endémiques à ce pays. Donc, c'est vraiment pas une solution. Donc vraiment très déconseillé pour les investisseurs en Afrique en tout cas. Un potentiel encore assez réduit. Alors Thierry Barbeau, vous connaissez bien les questions liées aux nouvelles technologies, à la communication. Où en est justement sur ce plan le Centrafrique ? Il y a du retard sur les pays voisins ? Alors, je dirais même qu'on est en phase de recul, puisqu'aujourd'hui Internet fonctionne de moins en moins bien, voire pas. Les infrastructures qui sont généralement, pour la plupart des cas, des tours télécoms, elles ne sont plus entretenues, voire détruites, voire même piratées. Donc aujourd'hui, c'est quasiment un recul. C'est un échec total par rapport aux pays voisins qui, eux, sont en complet développement, vraiment. Et en 2 mots, quelles sont, d'après vous, les conditions pour un vrai décollage économique ? D'abord, des signes positifs côté sécurité, stabilité ? Bien sûr, c'est une refonte du gouvernement, un gouvernement de transition beaucoup plus sérieux, un
partenariat avec les pays voisins. La Centrafrique, aujourd'hui, ne s'en sortira pas tout seul. Ça me paraît absolument évident. Donc, il faut que les pays voisins y participent. Aujourd'hui, un seul poumon, une seule voie d'accès pour aller en Centrafrique au niveau des matières premières, c'est le Cameroun avec Douala. Et c'est très complexe. Donc, aujourd'hui, c'est les pays voisins qui doivent participer. Merci beaucoup, Thierry Barbeau, pour tous ces éclairages. Allez, second dossier du jour, une immersion en plein cœur du désert du Negev. C'est dans le sud d'Israël, un désert qui fleurit et c'est dans cette région qu'une ferme de cactus a vu le jour il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elle s'étend sur 200 hectares avec de vrais résultats. Une production de figues de Barbarie qui s'exporte. Il faut tout de même 100 litres d'eau pour obtenir 1 kilo de fruits. Découverte en compagnie d'Anthony Lesme. Au sud d'Israël s'ouvre le désert du Negev. Une région extrêmement aride où les précipitations n'excèdent pas les bonnes années les 50 millilitres par an. L'été, les températures culminent à 45-50 degrés. Autant de difficultés qui n'ont pas empêché cette ferme de cactus de se développer et de devenir la plus importante du Moyen-Orient. Nous avons ici à peu près 200 hectares de cactus, 200 km de chemin, ce qui veut dire qu'on doit cueillir les fruits sur 400 km, puisque chaque chemin a 2 côtés. Un cactus ne donne pas de fruits sans eau. L'Orly Farm nécessite 800 000 mètres cubes d'eau chaque année. 1 kilo de figues de Barbarie nécessite 100 litres d'eau. Notre eau nous est fournie par Dimona, par la ville de Dimona. C'est de l'eau recyclée. Avec cette eau, vous avez tout ce dont vous avez besoin. L'autre idée de la ferme est d'être une ferme entièrement biologique, de ne pas utiliser des produits chimiques. Les Bloom ont créé cette ferme biologique en 1991. Noam, le père, vante aujourd'hui les qualités de ses fruits aux épines tranchantes. Les avantages de ces cactus sont nombreux, et ce pour une consommation quotidienne. Vous pouvez manger les fruits, les feuilles, les cuisiner en salade avec du pain ou dans des plats. Les cactus peuvent aussi contribuer à réduire des problèmes de santé. Au bout de 17 ans de travaux, des étudiants puis des professeurs en agronomie ont créé de nouvelles variétés de cactus. Bonnes contre le cholestérol, les fruits et les feuilles sont utiles à l'homme, mais aussi comestibles pour les animaux, créant ainsi un véritable écosystème. Nous avons envie d'installer ici une grande usine et produire des salades, de la confiture et d'autres produits comestibles afin d'exporter dans le monde entier. Un autre projet est aussi de bâtir d'autres fermes comme celle-ci. On pourrait le faire en Sicile, au Maroc, en Égypte, en Jordanie, en Amérique, un peu partout. Aujourd'hui, les Bloom exportent 50% de leur culture vers l'Europe et le Canada. Le prix au kilo varie de 1 euro en été à 5 € l'hiver. Prochaine cible, les marchés russes et chinois. Allez, cap sur la Chine pour cette revue de presse, un salon aéronautique qui prend de l'ampleur. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors le salon Zhuhai, un rendez-vous riche en surprises. Effectivement, mardi, l'avionneur chinois Comac et son homologue russe UAC ont dévoilé un projet d'un appareil pour concurrencer l'A350, le dernier né d'Airbus, et avec un premier vol prévu en 2021 et une véritable entrée en service en 2023. Alors même si pour le moment aucun détail officiel n'a été révélé, sur place il y avait le quotidien français Les Échos qui a réussi à récolter quelques informations, et parmi ces informations il y aurait 3 versions de cet avion allant de 250 à 350 sièges, et tous seraient fabriqués pour moitié avec des matériaux composites à base de fibres de carbone, donc des caractéristiques très similaires à son concurrent, ou plutôt son modèle devrait-on dire, l'A350 du constructeur aéronautique français Airbus. La Chine toujours, Johanna, on va parler de Jack Ma et des révélations plutôt étonnantes de la part du patron d'Alibaba. Effectivement, dans une interview à la chaîne américaine CNBC relayée par le site internet Business Insider, Jack Ma a avoué qu'être l'homme le plus riche de Chine ne le rendait pas heureux, puisque grâce à l'introduction boursière de son entreprise, de son site de e-commerce Alibaba, sa fortune s'est envolée à près de 20 milliards de dollars contre un petit peu plus de 7 milliards l'année précédente. Mais cette situation ne fait donc pas son
bonheur. Premièrement parce qu'il subit une énorme pression et deuxièmement parce qu'il a l'impression aussi que les gens le voient différemment, qu'il s'intéresse à lui pour son argent et non pas pour lui-même. Lui veut simplement être vu comme un entrepreneur, ce qu'il a toujours été. Et pour ça, il a expliqué qu'il était en train de chercher une façon de redistribuer une partie de sa fortune à la société. Voilà, les malheurs de Jack Ma. Et puis encore un mot justement sur Alibaba, on en parlait hier. La confirmation, c'est un nouveau record de vente. Oui, pour la journée l'anti-Saint-Valentin, donc le jour des célibataires en Chine, qui était le 11 novembre, Alibaba a vendu pour plus de 57 milliards de yuan, environ 9,3 milliards de dollars. C'est donc un véritable record. Pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, lors du Cyber Monday, après le Black Friday, une journée qui est dédiée à la consommation sur Internet, les Américains ont acheté des marchandises pour 2 milliards de dollars cette année. C'est beaucoup, mais on est encore très loin des 9 milliards d'Alibaba. Et un beau match en perspective Alibaba-Amazon. Merci beaucoup Johanna, et à demain. À demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment les difficultés de financement de l'ONU pour l'aide aux réfugiés en Syrie ou en Irak. Restez avec nous, l'info continue.